vous remercie de me donner la parole pour 15 minutes. Je suis le professeur Vincent Gautron, professeur d'université et praticien hospitalier au CHU de Saint-Étienne et en charge plus particulièrement d'une activité pédiatrique et je suis responsable de l'unité de rééducation ou médecine physique et de réadaptation pédiatrique à l'hôpital Bellevue à Saint-Étienne. Je vais partager avec vous une expérience que nous conduisons avec l'équipe de rééducation depuis un certain nombre d'années, dans le cadre d'une activité très particulière qui concerne les malformations des membres, et en particulier les membres inférieurs, les membres supérieurs des enfants. Donc, il s'agit d'une activité qui s'intègre dans ce qu'on appelle le centre de compétences, malformation ou agénésie, c'est le même mot, des membres supérieurs. Et c'est une activité qui s'inscrit dans un centre de référence maladies rares nationales, Handirare, Île-de-France. Et nous partageons une expérience collective avec d'autres centres de compétences sur le territoire national. Cette activité concerne des enfants qui présente une anomalie morphologique. Il s'agit d'une malformation par absence congénitale, c'est-à-dire qui apparaît dès la conception ou pendant la vie embryonnaire et qui va être à l'origine d'une absence partielle ou totale d'un membre, de plusieurs membres, ou d'une partie de membres visible bien sûr à la naissance et plus tôt pendant la surveillance de la grossesse par l'échographie. C'est ce que nous allons voir. Dans cette pathologie, elle concerne plus souvent les membres supérieurs, avec une prévalence globale de l'ordre de 8 sur 10 000 naissances. Donc, c'est bien une pathologie rare, voire très rare. C'est une anomalie qui apparaît pendant le développement embryonnaire, c'est-à-dire pendant la partie qui précède, pendant le premier trimestre de la grossesse, donc chez un enfant qui mesure quelques millimètres, quelques centimètres, et c'est à l'occasion de la construction du tissu embryonnaire qui va devenir différentes parties du corps et en particulier les membres, c'est à ce moment-là que va survenir l'anomalie. Alors, l'anomalie peut être isolée, c'est ce que nous allons envisager ensemble. Elle peut être, au contraire, une partie d'un syndrome malformatif plus complexe qui donnera lieu à d'autres tableaux, souvent plus sévères, à la naissance et au-delà. Dans certaines situations, la pathologie est telle que l'embryon ne pourra pas conduire à une naissance, et donc il peut y avoir mort in utero et avortement. On reconnaît certains agents tératogènes qui sont à l'origine de la malformation. Et il y a eu à l'époque des premiers antibiotiques, et en particulier des sulfamides. Eh bien, on a vu un nombre important de pathologies, de malformations de ce type en France. Ça date des années 50-60. Alors, deux grands types de malformations, pour être simple. Il s'agit soit de malformations qui concernent un arrêt du développement du membre, et on a une section, soit au niveau du bras, soit au niveau de l'avant-bras, soit au niveau des mains, et on a à ce moment-là un arrêt total du développement des os, de la main, des doigts. C'est ce qu'on appelle les malformations transversales. Elles sont un peu moins fréquentes que les malformations longitudinales, où on a bien toute la longueur du membre, mais dont la croissance n'est que partielle, avec l'absence d'un radius, d'un cubitus par exemple, ou l'absence d'un ou plusieurs doigts des mains, ce qui donne un membre mal formé ou incomplètement formé. Et ces malformations se caractérisent par une position soit proximale, près de l'épaule, soit au contraire plus distale, et ça peut ne concerner que les doigts ou seulement même quelques phalanges. Les circonstances de découverte, elles sont variables. Alors, autrefois, la découverte se faisait à la naissance. Aujourd'hui, la problématique est différente puisque c'est l'échographie du premier trimestre qui peut
avec l'œil exercé de l'échographiste, qu'il soit radiologue, obstétricien ou sage-femme. L'œil exercé va reconnaître une petite anomalie au niveau d'un bras, d'une main, d'un avant-bras. Ici, par exemple, on peut compter l'existence de 6 doigts, hein, si on parle d'exact. La découverte anténatale par l'échographie conduit à la réunion de l'équipe des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal avec une discussion autour de la viabilité de la grossesse, de l'état de santé de la maman, de l'état du bébé, de l'existence de plusieurs malformations, dont celle du membre supérieur. Ou bien il s'agit d'une découverte qui va se faire à la naissance parce que l'échographie peut passer à côté de la malformation. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on fait une découverte échographique de malformation que la grossesse ne va pas aller à son terme. Mais à ce moment-là, il y a moins l'effet de surprise, la malformation est attendue, elle aura même parfois été décrite. Et il nous arrive, nous, médecins de rééducation, de rencontrer les couples après la découverte échographique de la malformation, et cela nous permet d'anticiper l'accueil de l'enfant, sa naissance et les différentes mesures thérapeutiques qui pourront être proposées dans les jours, semaines, mois et années qui vont suivre. C'est l'occasion tout de même de rappeler que certaines amputations sont secondaires à la naissance et à l'occasion d'accidents, à l'occasion de maladies qui peuvent entraîner la perte d'une partie d'un membre après un traumatisme, après une infection, après une brûlure par exemple, ou bien à l'occasion de maladies cancéreuses, une tumeur non accessible à un traitement par chimiothérapie, ou une tumeur qui ne peut pas être extirpée sans dégâts sur l'ensemble du membre, eh bien, peut obliger le chirurgien à amputer le membre supérieur, tout parti. Lésions vasculaires, ça peut arriver à l'occasion d'infections ou à l'occasion de troubles de la coagulation ou d'ischémie, d'infarctus du membre. Eh bien, on peut être amené à opérer le membre pour empêcher sa nécrose et préférer une opération de propreté qui consistera à réaliser une amputation. Cela peut se voir à tout âge. Lorsque la malformation est là, lorsque l'annonce de la malformation, l'explication par le professionnel qui va accueillir l'enfant va pouvoir se mettre en place, eh bien, c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui va se réunir autour de l'enfant, autour des parents. Ça va donc de l'échographiste, on l'a signalé tout à l'heure, qui peut faire le premier diagnostic et la première annonce. Ça peut être la sage-femme, l'obstétricien, le pédiatre en néonatologie qui va être celui qui examine le bébé avec sa malformation. Tous ces professionnels sont amenés à expliquer les choses et à préparer, annoncer les soins qui vont suivre. Le chirurgien orthopédiste va être convoqué également à la maternité, dans la chambre de la jeune maman pour examiner cet enfant, vérifier que cette anomalie est isolée. La puéricultrice va prendre soin du bébé également et rassurer dans la mesure de ses connaissances du sujet. Le psychologue ou la psychologue va pouvoir apporter un discours complémentaire et différent sur l'acceptation de cette difficulté et va pouvoir orienter ensuite les parents vers un avenir qui va pouvoir se construire avec cette particularité. Un kinésithérapeute pourra avoir un mot à dire concernant l'appareillage potentiel. Et c'est là que le médecin de rééducation, le médecin de médecine physique et de réadaptation va avoir sans doute un rôle à jouer pour préparer les parents et l'enfant à la suite des soins qui feront appel à d'autres professionnels, souvent extérieurs à l'hôpital, les orthoprothésistes, qui vont apporter toute leur technologie et leur savoir-faire pour proposer des soins. Et c'est à ce moment-là qu'on va introduire la notion d'appareillage et de prothétisation, la prothèse étant la technique de compensation du membre manquant. Alors, notre activité clinique, dans le cadre du centre de compétences, elle s'est organisée justement avec l'expérience des uns et des autres au fil du temps et avec l'accueil et l'accompagnement d'enfants et de parents qui avaient toujours les mêmes questions
et qui s'interrogeait initialement sur comment on peut vivre avec un membre ou plusieurs membres manquants, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, comment l'enfant pourra-t-il s'insérer dans la vie, dans la scolarité et dans sa future vie d'adulte. C'est comme ça que progressivement, avec notre expérience, eh bien, nous avons constitué une consultation dédiée et nous nous sommes inscrits dans la démarche des centres de référence et des centres de compétences. Et c'est en 2017 que notre équipe a pu obtenir cette reconnaissance. Donc, il s'agit d'une équipe dédiée avec les médecins et les chirurgiens, orthopédistes, avec les médecins de génétique qui sont toujours sollicités pour donner un avis sur le fait que l'incident n'est finalement qu'un accident dans la vie du couple et qu'a priori, il n'y a pas de risque pour la récidive, la rechute d'une situation de ce type-là. On parle de cas sporadiques ou bien dans des cas plus complexes, eh bien, le généticien pourra préciser d'une manière plus chiffrée quel est le risque de voir survenir à nouveau une telle anomalie dans le cadre d'une pathologie syndromique, par exemple. Le médecin va analyser la malformation. Le chirurgien, parfois, va intervenir pour régulariser une forme de malformation qui justifie un petit geste de propreté, notamment lorsqu'il y a des bourgeons digitaux, des vestiges de doigts qui peuvent être gênants ou qui peuvent être source de douleur ou de coupures, et des soins locaux peuvent être proposés très jeunes chez des enfants tout petits ou un peu plus tard en fonction des gènes exprimés. L'ergothérapeute aura un rôle important à jouer pour expliquer comment un enfant peut se débrouiller même s'il lui manque un bras ou une main, quel va être l'intérêt d'un appareillage. Et puis la psychologue, comme nous le disions tout à l'heure, aura un rôle important pour accompagner les familles, répondre à des questions qui dépassent les aspects techniques et les aspects d'appareillage. Comment vit-on? Comment on peut accepter le regard des autres? Comment on peut s'inscrire dans un projet de vie en toute autonomie? Les infirmières, les auxiliaires de puériculture ont un rôle à jouer à tout moment de nos consultations et de notre organisation en termes d'hôpital de jour. Notre équipe dédiée s'inscrit dans l'activité habituelle du service de rééducation pédiatrique qui comporte toute la liste des professionnels qui ont pour métier et pour responsabilité de proposer aux enfants handicapés en général, amputés en particulier, tous les moyens de compenser les difficultés, de s'inscrire dans un projet personnel, un projet scolaire, un projet de loisirs qui va permettre à ces enfants de mener une vie tout à fait ordinaire dans la vie sociale habituelle. Nous sommes organisés en hôpital de jour, mais nous proposons également des consultations médecin seul, médecin avec ergothérapeute, médecin avec appareilleur, ou bien des consultations d'appareillage qui peuvent se faire en ville pour des ajustements de matériel, comme nous allons le voir. Notre activité accueille une vingtaine d'enfants entre 0 et 18 ans. Après, le relais est pris par des consultations adultes dans le service de rééducation adulte. Et nous voyons les enfants et les adolescents au moins une fois par an à l'occasion d'un hôpital de jour qui s'organise autour d'une consultation médicale et médico-chirurgicale avec la présence de l'ergothérapeute, la présence de l'orthoprothésiste, la présence de la psychologue, et puis nous proposons aux jeunes enfants un atelier ludique pour leur permettre de se comparer, de se mesurer, de raconter leur vie et leurs anecdotes. Alors, faut-il réparer le manque d'un membre? Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'homme s'est intéressé au remplacement de membres manquants. Ambroise Paré lui-même, sur les champs de bataille, après amputation, voulait et est parvenu à proposer des prothèses pour les membres inférieurs ou les membres supérieurs. C'était des prothèses métalliques ou en bois ou en cuir. Aujourd'hui, on propose des prothèses mécaniques qui peuvent être réalisées à partir de l'impression 3D. Et les enfants choisissent leur couleur, leur taille. Il existe des logiciels que l'on peut trouver sur Internet. Les appareilleurs nous proposent aujourd'hui des prothèses qui peuvent être purement esthétiques. On parle de prothèses cosmétiques. Et puis, la prothèse peut être motorisée pour les enfants un peu plus grands, après 6 ans ou 8 ans.
ils sont capables d'utiliser une interface qui permet l'usage d'une prothèse motorisée qui est électrique. Et puis aujourd'hui, on propose des prothèses bioniques avec la possibilité d'un mouvement des 5 doigts et une rotation du poignet pour plus d'habileté. Voilà quelques exemples. Le moignon nu, le moignon en détail, avec, vous voyez, l'expression de petits bourgeons digitaux qui ne grandiront jamais, hein, mais qui sont extrêmement sensibles et qui peuvent être très utiles dans la vie de tous les jours. Vous voyez l'enfant qui, là, a chaussé sa prothèse, qui est une prothèse inerte, une prothèse qui est juste là pour éloigner le regard des autres. Et les enfants apprécient souvent de porter cette prothèse pour se déplacer ou lorsqu'ils sont à l'extérieur. Vous voyez ici un enfant très habile pour chausser le manchon de la prothèse et la prothèse va être clipsée. Vous voyez que le plongeur va lui permettre d'accrocher sa prothèse. Il s'agit néanmoins d'une prothèse inerte qui n'a pas de mobilité des doigts ni du poignet, hein, mais ça lui permet de simuler la présence de cet avant-bras intègre. Voilà des prothèses fabriquées par les enfants et les parents grâce à l'impression 3D que l'on doit à une association Enable qui a été pilotée par un parent ingénieux et ingénieur qui, concerné par un de ses enfants avec amputation, a su créer un logiciel qui aujourd'hui est à la disposition de tous les parents qui le souhaitent. Voilà aujourd'hui des prothèses un peu plus sophistiquées avec la possibilité de faire une flexion du pouce et index. Et voilà, au prix d'un certain nombre de séances avec l'ergothérapeute, la prothèse peut être intégrée dans la vie de tous les jours. Pour autant, ça reste une contrainte importante. Ça demande un travail extrêmement soutenu, très prolongé, avec des encouragements des parents. Et nombreux sont les enfants qui souhaitent faire cet essai de prothèse myoélectrique. Peu nombreux sont ceux qui vont réellement l'intégrer dans la vie de tous les jours. La prothèse, c'est intéressant parce que ça gomme l'image du handicap, mais elle ne remplace pas une main fonctionnelle. On n'en est pas encore à la greffe de membres chez l'enfant, même s'il existe quelques expériences chez des enfants amputés à la suite d'accidents, notamment d'accidents vasculaires ou d'infections. Il y a quelques exemples de greffe à partir de membres de donneurs en état de mort cérébrale. Autant dire que cette situation est tout de même extrêmement rarement rencontrée. L'important, c'est que l'enfant puisse jouer, car il n'y a que ça qui l'intéresse, ou bien l'idée, c'est de trouver un appareillage qui va être pratique, qui va lui permettre de bricoler, d'écrire ou de faire des activités de vie quotidienne sans l'aide d'une tierce personne. En effet, l'important, c'est de pouvoir apprendre l'autonomie. Donc, dans un premier temps, c'est ne pas rester seul. C'est les parents et l'enfant doivent trouver des réponses à leurs questions. Ils les trouvent dans le cas de la consultation. Ils trouvent les réponses auprès des associations de personnes d'usagers, de parents, d'enfants, d'adultes concernés. L'important, c'est d'évaluer les besoins quotidiens et c'est ce qui permettra de décider ou de renoncer à un appareillage. Il faut savoir, et c'est là qu'on doit être un petit peu assuré ou rester optimiste, c'est que les enfants présentant une amputation congénitale de membres supérieurs sont toujours des enfants qui vont pouvoir s'insérer dans la vie quotidienne. Même à l'école, si la situation est impressionnante pour les enfants et pour les enseignants au premier contact, très vite, ce sont des enfants qui s'intègrent et qui vont pouvoir pratiquement ordinaire et sans aménagement, qu'ils aient une prothèse ou qu'ils n'en aient pas. L'important, c'est de tout faire pour leur rendre la vie plus facile, aussi bien à l'école que dans les loisirs et plus tard dans la vie sociale, dans le travail, tout cela pour une inclusion dans la vie ordinaire. Les professionnels sont là pour apporter des explications, proposer des outils, proposer parfois une prothèse, mettre à disposition au quotidien ces outils si les parents et les enfants les souhaitent. Faire en sorte que les coûts, toutes les prothèses sont prises en charge complètement, sauf exception. L'important est que les coûts puissent être justement pris en compte de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de difficultés ou en tout cas pas plus d'obstacles pour permettre à ces jeunes
de s'insérer dans la vie de tous les jours. Voyez, à l'issue d'un atelier masque, combien ces enfants sont tout à fait capables de jouer le jeu. Voilà, je vous remercie pour votre attention